La fatigue est au niveau quantique de la chose. Heureusement qu'il y a les vidéos YouTube pour me redonner du peps. Alors... Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'actualité du monde de la photo et de la vidéo. Finalement dans cette série je fais quoi? Je commente les articles que je vois passer sur différents sites, dans des magazines. Je commente aussi des nouveautés dans le monde de la photo ou de la vidéo et c'est en direct et c'est chaque semaine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? Eh bien déjà d'un vieux débat qui fait rage dans la communauté des photographes depuis que le numérique est apparu. C'est vaut mieux-il un plein format ou un APS-C? Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, tout ça, plein format APS-C, en gros ça correspond à la taille des capteurs. Et il faut savoir que donc, dans vos boîtiers d'appareils photo, tous les capteurs n'ont pas la même taille. Il faut savoir qu'il y a deux familles de capteurs, de taille de capteurs en gros. Alors donc il y a les APS-C d'un côté et les plein format. Les plein format étant des capteurs un peu plus grands que l'APS-C. Et le plein format, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, il fait 24 par 36 mm. Voilà ces dimensions qui en fait sont copiées-collées sur les pellicules qu'on utilisait avant. Et donc les APS-C, c'est un capteur qui est plus petit, moins cher aussi au coût de la production. Et donc qui permet de créer des boîtiers, on va dire, qui soient plus abordables en termes de prix. Et donc il y a un photographe qui en a eu un peu marre de tout ça et qui a fait une vidéo sur le sujet. Donc ce photographe il s'appelle Manny Ortiz, il a fait déjà plusieurs vidéos sur sa chaîne, je vous encourage à aller voir. Il y a des trucs vachement stylés avec du montage, et dynamique, de la musique et tout. Donc allez voir tout ça. Et en fait dans sa vidéo il va comparer deux boîtiers. En l'occurrence je vais vous dire tout de suite, il s'agit donc du Sony A9 qui est un plein format à 5300 € tout de même, hein, voilà. Sur lequel il a monté un objectif 85 1.4 de Sony là aussi. Et il compare ça avec un appareil, donc Sony A6500, qui est donc lui un APS-C qui coûte 1600 €, je crois, voilà, jumelé à un objectif Zeiss de 55 mm. Alors pourquoi il n'utilise pas les deux mêmes objectifs pour faire la comparaison? Eh bien tout simplement parce que la spécificité des capteurs APS-C, c'est que vu qu'ils sont plus petits, ils vont cropper virtuellement dans l'image, tout en gardant une très bonne qualité, hein. C'est pas du zoom numérique du tout, c'est juste en fait un facteur de grossissement qui va être plus élevé, donc c'est un zoom optique qui va agir donc sur les objectifs si votre objectif n'est pas calibré, n'est pas normalisé pour les APS-C. Donc voilà, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que suivant les appareils, donc il y a un crop factor à déterminer. Pour Canon, pour Nikon, c'est à peu près 1,6, 1,5. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous shootez avec un 50 mm sur un APS-C, vous allez à peu près atteindre un 80-85 mm, en tout cas une équivalence de 80-85 mm sur plein format. Alors que si donc vous shootez avec votre 50 mm sur le même, 50 mm sur un plein format, vous obtiendrez un vrai 50 mm. Voilà, donc ça c'était déjà une petite nuance intéressante. Donc là je vais vous montrer des photos. Alors je vous encourage bien sûr à aller voir la vidéo parce qu'il y a un bon montage et c'est stylé. Mais là si vous avez la flemme vraiment de cliquer sur le lien, je vous montre quelques photos où il y aura d'un côté les photos réalisées avec APS-C et d'un côté les photos réalisées avec le full frame. Ce que nous dit en fait Manny, ça me fait penser à l'âge de glace. Chaque fois que je lis ce nom, je pense à l'âge de glace. Bref, ce que nous dit donc ce photographe, c'est que il a mis ses photos sur Instagram en demandant en fait aux gens lequel c'était l'APS-C, lequel c'était le full frame, et les gens n'arrivaient pas à trouver tellement elles se ressemblaient les photos. Alors c'est quand même ce qu'il a mis sur son APS-C, c'est pas de la merde, c'est du Zeiss, donc c'est de la bonne qualité. Donc déjà oui, il a des photos de bonne qualité, c'est un photographe, il sait prendre des photos, il y a une belle lumière, etc. Donc ça marche à tous les coups, que ce soit APS-C ou full frame. Déjà il faut savoir ça. Et ensuite, alors bon, on pourrait tout de suite se lancer dans une liste d'avantages pour l'APS-C, d'inconvénients. En gros, je vais très vite fait résumer tout ça parce que c'est pas le sujet, le but de cette vidéo non plus. En gros, les APS-C, vu qu'ils utilisent un crop factor, ils vont exploiter que le centre de votre optique. Donc déjà, si votre optique est un peu de moins bonne qualité, c'est pas grave sur APS-C puisqu'il va exploiter que le centre, et le centre, optiquement parlant, c'est toujours le meilleur. Voilà, parce que plus on s'approche
du bord des lentilles, plus vu qu'elles sont sphériques, elles sont bombées, et bien les rayons lumineux en fait ne tapent pas de la même manière à l'intérieur et ça fait des petits décalages, notamment les aberrations chromatiques, notamment du vignettage, notamment une perte de piqué. Donc retenez de toute façon que le meilleur dans votre photo, en tout cas pour les objectifs qui ne sont pas, disons, qui sont un peu de bas de gamme, quoi, c'est le centre. Après, aujourd'hui, les optiques, elles, sont, par exemple pour Canon, puisque c'est ce que je connais mieux, hein, je connais moins Sony, les optiques, elles, développées par Canon, elles sont spécialisées, optimisées pour les pleins formats. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que le centre de l'optique qui sera bon, mais intégralement, enfin tout l'optique, quoi. Alors par contre, bon, ça sera plus cher, forcément. Et on en vient d'ailleurs à un point, c'est que quand vous voulez pas vous ruiner dans la photo, en tout cas que vous pratiquez que en tant qu'amateur, et encore une fois, amateur, c'est pas dénigrant, ça veut juste dire qu'il n'en fait pas sa profession, qu'il ne gagne pas d'argent avec. Donc si vous voulez, votre pratique de la photo se résume entre guillemets juste à un loisir, à un à côté, eh bien ça peut être intéressant les APS-C parce que c'est moins cher. Toute la chaîne de production est moins chère. Le capteur est moins cher à fabriquer, les appareils sont moins chers, les appareils sont plus légers, les accessoires sont moins chers, les objectifs normalisés pour APS-C, alors par exemple pour Canon, je peux vous donner un exemple, il y a le 18-135 voilà, de chez Canon qui lui, quand vous allez le mettre, vous allez avoir un vrai 18 sur votre appareil photo. Tout ça c'est moins cher. Parce que quand vous achetez un full frame, et je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, eh bien en fait on se met en quelque sorte des menottes, en tout cas chez le fabricant, si on continue à acheter chez le fabricant, parce que il y a un scooter qui passe, j'ai jamais vu un scooter faire autant de bruit, quoi. Le mec sous le capot, enfin bref, je sais pas si on entendra la captation, mais qu'est-ce que je disais, oui, donc les full frame, vous vous mettez les menottes parce que si vous voulez acheter des optiques qui sont donc compatibles, parce que j'ai oublié de dire, mais les optiques qui sont normalisées pour les APS-C ne sont pas compatibles pour les full frame, c'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser votre Canon 18-135 sur un plein format, c'est pas possible, tout simplement. Oui, full frame, ça veut dire plein format. J'utilise depuis tout à l'heure ce mot. Ouais, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, vu que le capteur est plus petit chez les APS-C et que le miroir s'avance un peu moins en termes matériels, eh bien, quand vous allez clencher un objectif pour APS-C sur un plein format, eh bien, il y a un risque que le miroir vienne buter contre le derrière de la lentille. Et voilà, on n'a pas trop envie de ça. Croyez-moi, vous ne voulez pas tester. Donc vraiment, évitez, ou alors vous allez avoir du bord de vignettage, ça va être dégueulasse. Évitez vraiment les objectifs APS-C sur plein format. Donc déjà, voilà, ça nous permet d'acheter, parce qu'un 18-135, hein, c'est 300 €, hein, alors qu'elle, il n'y a pas en dessous de 1000, hein, généralement. Donc voilà, ça peut être des avantages pour les APS-C. Et puis, bien sûr, donc, ce crop factor permet en fait aux photographes qui ont besoin de longues focales, type photographe de reportage, photographe animalier, les gens qui ont besoin vraiment de zoomer, et bien d'acheter des optiques qui soient moins onéreuses, car on ne monte pas dans les millimètres, tout en ayant bien un crop factor, parce que par exemple un 100 mm sur APS-C fera donc, vous l'aurez compris, un 160 mm, alors qu'un 160 mm en plein format, eh bien ça va coûter beaucoup plus cher, voilà. Après, néanmoins, le plein format, ça reste quand même du haut de gamme. Et donc, pourquoi, si c'est plus cher, c'est qu'il y a forcément des raisons. Donc, il y a une plus grande dynamique. Voilà, malheureusement, désolé pour les APS-C. Il y a plus de profondeur couleur, bien que bon, pour avoir utilisé un 60D pendant plus de 4 ans, à haute intensité, j'ai pas vu vraiment de différence sur ça. En tout cas, bon, c'est ce qui est dit sur la notice, entre guillemets, hein, sur les débats techniques. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a en fait, à distance égale, eh bien, l'APS-C produit une profondeur de champ plus grande qu'un capteur 24-36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir plus de netteté et moins de flou, et surtout une qualité de bokeh inférieure au plein format. Voilà, mais ça, c'est après, ça, c'est intéressant pour vous si vous utilisez plein format avec des grandes ouvertures. Sinon, vous vous en foutez, quoi. Mais si vous voulez faire du portrait, ou voilà, le sujet est bien isolé avec le fond flou, eh bien, ça marchera mieux. Eh bien, ça marchera mieux sur plein format. Mais voilà, ça marche aussi sur APS-C. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il y a des petites nuances. C'est vrai qu'il y a une qualité de bokeh qui est quand même différente. Depuis que je suis passé au plein format, quand même, il y a une différence. Et puis, les viseurs, en fait, qui sont dans vos appareils, le viseur réflexe, j'entends par là, le viseur optique, eh bien, c'est des prismes de meilleure qualité et surtout, c'est une visée à 100%. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le viseur sera retranscrit en intégralité dans votre image au final sur plein format, alors que sur APS-C, eh bien, pour les meilleurs appareils, on est à une couverture de 96%, je crois. C'est-à-dire que eh bien, ce que vous voyez dans le viseur, votre image finale sera un peu plus grande. Donc en fait, vous ne cadrez pas vraiment la réalité. Du coup, on perd un peu l'avantage du viseur réflexe. Alors ça peut paraître, oui, le mec, il est là, 96%,
96, 100%. Mais pour avoir utilisé un 60D pendant longtemps, à chaque fois, je me disais, est-ce que ça va rentrer dans le cadre ou pas? Parce que vu que mes objectifs, ils zoomaient tous à fond, parce que c'était de la PSC, bah, c'était chiant. Par exemple, voilà, un cas typique chiant de la PSC, c'est que moi, donc j'avais un 60D et je voulais utiliser le 50 mm de Canon parce qu'il était pas cher. Sauf que le 50 mm, rappelez-vous, eh bien ça fait un 85 mm pour le portrait. Du coup, je prenais toutes mes photos de portrait au 85 mm, je pouvais pas tenir un réflecteur parce que j'étais trop loin, je devais à chaque fois m'écarter, en intérieur c'était impossible. Voilà, et si je voulais pas faire ça, je devais me tourner vers des 35 mm de Canon pour avoir une équivalence donc de 50 mm sur APS-C, et là c'était beaucoup plus cher. Du coup, voilà, il faut vraiment analyser tous les trucs. Et aujourd'hui, c'est vrai que le 6D Mark I, il est plus trop cher, je crois, en plein format. Et même, si vous tapez pas dans du Canon, il y a quand même des appareils aujourd'hui qui deviennent abordables en plein format. Donc ça peut être quand même intéressant. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a une meilleure montée en ISO. Ça c'est sûr, parce que tout simplement le capteur est plus grand, les pixels sont plus écartés, et donc en fait c'est un procédé électronique. Les ISO c'est une amplification du signal en fait, et plus on amplifie le signal, plus les pixels qui sont avoisinants, c'est-à-dire les photosites qui sont avoisinants sur le capteur, vont être gênés magnétiquement, et du coup ça va créer plus de bruit donc sur les APS-C, c'est-à-dire plus vos pixels sont resserrés sur une plaque, plus ça va créer du bruit, et en l'occurrence vu que les capteurs de plein format sont plus grands, eh bien, il y a plus de place pour laisser respirer les pixels, et donc on a moins de bruit. Et aussi c'est vrai que souvent on a plus de millions de pixels, bien qu'aujourd'hui ça veuille plus dire grand chose, parce qu'on a moi mon APS-C il faisait 18 millions, aujourd'hui le 5D c'est vrai qu'il fait 24 ou 22, je sais même plus d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a souvent plus de pixels, voilà, donc ça peut être intéressant. Mais bon, en vrai j'ai pas vu tellement de différence, vous voyez, je me souviens même plus du nombre de pixels de mon appareil, tellement c'était pas vraiment intéressant ce point là. Par contre c'est vrai qu'on peut, il y a quand même une meilleure qualité, mais là dans la vidéo en fait on ne le voit pas parce que vous zoomez pas à 100% sur la photo. Après le débat, est-ce que c'est intéressant de zoomer à 100%, bon ça c'est un autre truc. Voilà, je laisse ça là, je vous mettrai bien sûr en lien la vidéo, et puis vous verrez en fait par vous-même. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez personnellement, mais je pense que vraiment ça dépend de la pratique et de l'utilisation. Parce que si vous voulez, le plein format, donc ça va être du plus cher, etc. Mais par exemple, ça va être relié aussi à un obturateur qui est de meilleure facture, et donc qui va pouvoir prendre plus de photos. Ce qui veut dire que dans une démarche, une logique de concerto de chien derrière moi, c'est-à-dire que dans une démarche où vous voulez vous professionnaliser, eh bien, vous aurez besoin d'un appareil qui soit apte à prendre un nombre de clichés assez élevé. Et voilà, vous voulez profiter vraiment, pouvoir en fait jouer avec toutes les situations. Parce que là, par exemple, il a fait aussi des photos de nuit dans la vidéo, mais c'était en lumière contrôlée, il avait préparé son truc, il avait ouvert le diaph, etc. machin. Et du coup, ok, là ça marche. Mais quand vous êtes pro, vous êtes en reportage, vous avez envie en fait de tirer le meilleur parti de votre appareil et qui vous donne le meilleur possible. Donc à ce moment-là, et puisque ça va devenir en fait votre outil de travail, ça peut justifier en fait un achat de plein format qui soit dans les 2000 €, voire plus. Voilà un petit peu pour cette actualité. C'était un petit rappel de débat qui a toujours animé la communauté des photographes. Ça, c'était bien connu. Alors ensuite, Philippe Écharoux, photographe français. On parle pas beaucoup de photographes français dans ces actualités, c'est bien dommage. Qui éclaire ses portraits avec une boîte de chez McDonald's. Alors vous l'aurez peut-être vu, il a mis ça sur sa chaîne là, où il fait pas vraiment une chaîne en mode sérieux et tout, mais là il a fait une vidéo avec 200 000 vues quand même, qui a pas mal buzzé, où en fait il s'est lancé un défi et il prend des photos, donc avec une sorte de flash, qui est une lampe tout simplement, il va servir comme diffuseur d'une boîte en carton de hamburger chez McDonald's. Et ça marche plutôt bien, je vous laisserai voir les photos par vous-même et voir la vidéo aussi en description. Ça nous montre quoi? Ça nous montre déjà que le matériel n'est pas forcément important, mais ça vous le savez déjà maintenant si vous me suivez depuis un certain temps, mais surtout le traitement est essentiel, parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas retouché ses photos, parce qu'il l'a clairement retouché. En plus, donc Philippe il a vraiment une méthode de retouche particulière qui définit un style, etc., qu'il a dû mettre au point pendant de nombreuses années, et on voit que la retouche qu'il a fait est extrêmement qualitative. Et donc, investissez plutôt du temps et de l'argent pour vous former sur les logiciels de post-traitement, sur vraiment toute cette partie de la photo qui est souvent délaissée par beaucoup de gens au profit du matos, parce que vous voyez ce qu'il a pu faire. En plus, je crois qu'il prend ses photos dans la vidéo avec un iPhone. Voilà, affaire à suivre. Ensuite, on parlait de modificateur de lumière, parce que voilà, la boîte de McDonald's, ça sert en gros à diffuser la lumière pour qu'elle frappe différemment les sujets.
Parce que si on laissait un flash nu, généralement un flash nu de face, c'est pas très beau esthétiquement parlant, essayez, vous verrez. Et bien donc il y a la société Cobra, pas Flash Cobra, hein, Cobra K-O-B-R-A, qui donc a lancé un projet de créer un diffuseur pour Flash Cobra. Alors ça existe déjà, on a les sortes de coupoles blancs en plastique là que vous voyez au bout des photographes, au bout des flashs des photographes. C'est souvent moche, ça prend souvent de la place dans le sac, et on sait qu'un sac bien optimisé c'est vraiment la vie. Alors un gros truc comme ça qui vient en plastique, qui se plie pas, c'est chiant, et puis ça fait un peu ridicule, on se demande s'il a pas mis une sorte de jouet sur son flash. Et si vous voulez, alors le ridicule ne tue pas, et en vrai, on s'en foutrait, mais quand vous êtes dans une démarche, encore une fois, professionnelle, et que vous travaillez avec un client, et qu'il vous voit arriver avec une sorte de jouet en plastique, ça le fait moins en fait. Voilà, c'est vrai, il faut se le dire, dans ce genre de métier, il y a des apparences extérieures du matériel qui jouent beaucoup. Quand vous allez arriver avec un 5D, ça envoie toujours plus que quand vous allez arriver avec un petit boîtier Mi 300D. Quand vous allez arriver avec un gros objectif, ça va plus impressionner. Alors malheureusement, ça vous aidera pas forcément à faire de meilleures photos, et vous savez que je suis un défenseur comme ça de l'utilisation de la débrouillardise, et pas forcément d'acheter le matériel le plus onéreux, mais c'est vrai que dans une relation où il y aura un client, eh bien, où il faut l'impressionner entre guillemets avec votre matos pour pouvoir exiger un prix qui soit plus élevé dans le budget, eh bien ça peut être intéressant de s'équiper de modificateurs qui ont un look un peu plus pro. En tout cas c'est ce que propose cette entreprise. Voilà, c'est un look un peu plus design, un peu plus pro. Et surtout, eh bien, ce diffuseur, alors si vous ne savez pas ce que c'est un diffuseur, regardez la vidéo en fait que je vous mettrai donc en description ou sur le Kickstarter, vous verrez en fait à quoi ça sert exactement. Ça sert un petit peu à changer la douceur des ombres. Voilà, en gros, en simplifiant. Et ce diffuseur, donc je disais, est pliable, donc on peut le mettre dans le sac, le ranger confortablement, il ne sera pas abîmé, etc. Ça peut être intéressant. Après, donc voilà, ça sera vendu à peu près en février 2018, si tout se passe bien, pour un prix de 80 €. Voilà. Après, je vous avoue, moi je fais pas beaucoup de photos au flash. J'ai un flash Cobra, mais je fais pas beaucoup de photos au flash. Et j'ai pas de diffuseur en fait. Donc voilà. Mais là, je pense que ça pourrait aider certaines personnes, parce que je connais plein de gens qui en utilisent. Donc voilà, à voir, suivant vos envies, tout simplement. Ensuite, une vidéo assez poétique, en tout cas une idée assez poétique, qui a été donc répertoriée ici, qui se nomme donc « Comment réaliser une vidéo en utilisant le viseur d'un appareil analogique moyen format ». Alors les moyens formats analogiques, ou argentique, hein, ça veut dire la même chose. On va en parler très prochainement sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais en attendant, donc, il y a un photographe qui se nomme Andrew Zetto, qui possède donc un vieil appareil, le Pentax 6.7, donc qui est un moyen format argentique, qui a été créé à la base en 1965, et il fait donc une vidéo avec. Alors comment c'est possible, me diriez-vous? Non, il n'a pas découpé un capteur, il n'a pas collé derrière l'antiquité qui est le Pentax. Il a en fait utilisé une sorte de rig, une sorte de système avec une planche de bois où il a collé en fait son GH5 qui va filmer en fait le viseur de poitrine de cet appareil, parce que les viseurs des moyens formats argentiques étaient de très bonne facture, étaient de très bonne qualité, ils étaient très grands, très lumineux en fait. On voyait très bien l'image. Et du coup, il a réalisé, donc il y a une vidéo où il explique un peu comment il a fait, voilà, je la mettrai en description, et il a créé aussi un vlog de tout ça, où il filme avec, je crois que c'est sa copine, je sais pas, il se balade, et en fait ça devient très poétique parce que l'image passe par donc ce viseur, est colorée et texturée par ce viseur, et la lumière est différente. Vraiment, puis il a fait un petit montage de tout ça, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est très intéressant, en tout cas, au moins par curiosité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant, je vais vous dire donc la citation de la semaine, qui est aujourd'hui de William Klein, qui nous dit « Sois toi-même. Je préfère bien plus voir quelque chose, même si c'est maladroit, qui ne ressemble au travail de personne d'autre. Donc, soyez original un maximum. » Voilà, cette vidéo donc touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et puis nous, on se retrouve très vite. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description, qui vous donne vraiment plein d'astuces pour améliorer la qualité générale de vos photos. Et puis nous, donc, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!